Alors, je rebondis là-dessus parce que je voudrais Maryse Ayot, directrice handicap, je le rappelle, et RSE à la Caisse centrale MSA. Maryse, le retour à l'emploi après une maladie ou un accident, je suppose que c'est une situation récurrente dans votre profession, régulièrement, dans votre métier. Alors, quels outils vous avez mis en place à la CCMSA, parce que je crois qu'on dit comme ça, CCMSA. Par exemple, il me semble avoir entendu parler d'un accord de branche ou des choses comme ça. Voilà, et quand je vous réponds, merci pour votre question, hein, et quand je vous réponds accord de branche, ça veut dire qu'on parle de la MSA employeur. Hein, parce que nous avons mené 3 accords de branche successivement. Les organisations syndicales négocient actuellement le 4e. Et donc dans les 3 accords de branche, le maintien en emploi a toujours été une priorité. Voilà. Au même titre que le recrutement, mais que l'accompagnement des parcours professionnels aussi et de la formation, l'accès à la formation pour pouvoir bénéficier aussi d'une mobilité professionnelle, hein, et puis d'une garantie du maintien de l'emploi et des compétences. Bon, ça c'est essentiel. En ce qui nous concerne, dans le cadre de ces accords de branche et cet axe maintien en emploi, dès le départ, nous avons souhaité justement qu'il y ait ce travail pluridisciplinaire qu'évoquait le docteur Martin Dupont, je voulais le dire dans le bon sens, entre les ressources humaines, le manager, ça c'est essentiel, bien sûr, le salarié dans la situation dans laquelle il est, mais le médecin du travail et le médecin de conseil. Parce que ce dialogue-là est permis à la MSA, hein, dans le cas du guichet unique. Donc là, j'élargis le spectre, hein, mais que ce soit pour nos salariés ou pour des salariés agricoles d'autres entreprises, il est essentiel. Dans le respect du secret médical. Là, j'y tiens beaucoup aussi à le dire, comme du secret social, bon, du côté des professions sociales, mais on peut aborder la situation de la personne. Hein. Ça demande là où elle en est. Moi, j'ai été, justement, en travaillant sur l'écriture de référentiels de maintien en emploi dès le début des années 2010, eh bien, nous avons été attentifs aussi à la posture du salarié et là où il en était de ces étapes d'acceptation, de deuil, de peur, vous voyez. Et là, les médecins, justement, jouent un rôle important aussi dans cet accompagnement-là. Et ce qui permet d'avoir un dialogue complice. Ils osaient employer ce terme-là, hein, dans certaines caisses, où quand il y a une grande confiance entre les ressources humaines, le manager, voilà, et le médecin, on peut encore être mieux à l'écoute du salarié, hein, et pouvoir l'accompagner et prévenir, parce que c'est ça, ces fameuses visites de pré-reprise qui ne sont pas faciles à organiser dans le timing, hein, qui est le timing de l'arrêt de travail, de la reprise, de la gestion RH qui doit pouvoir s'organiser et dire mais oui, la personne a été remplacée depuis 2 ans, comment fait-on? Parce qu'en 2 ans, les choses ont bougé aussi dans l'organisation, dans les objectifs. Bon, tout ça, il faut pouvoir l'organiser et c'est pas simple quand on manque d'effectifs aussi et que l'on veut bien faire. Hein. D'où cette importance de garder le contact, comme le disait Christophe Leport, hein, et de faire en sorte qu'on s'autorise. Parce que légalement, on a toujours dit non, l'employeur n'a pas à appeler le malade. Hein, parce que là, on le considérait comme malade. Il est en arrêt de travail et on était presque en faute, voyez, même si les RH voulaient le faire. Donc, à la limite, par le biais des collègues, appelez-le, tenez-nous au courant, voilà. Non, là maintenant, on a même des directrices, une directrice que témoignait il y a peu de temps, au 1er de l'an, elle a demandé justement la liste des salariés qui étaient arrêtés. Elle a envoyé ses vœux à tous les salariés qui étaient en arrêt, hein, de travail. Voilà, et elle se renseigne régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant? C'est vrai qu'il y a une évolution sociétale qui permet aussi aux salariés de s'exprimer et à nos entreprises de les entendre. Voilà. Et c'est ce fameux projet sur lequel nous avons travaillé, notamment avec Agrica, mais aussi le Crédit Agricole et d'autres entreprises non agricoles, hein, voilà, sous l'égide de l'INCa, l'Institut National du Cancer, et avec l'association Le Nouvel Institut, piloté par une directrice de recherche qui s'appelle Pascale Levé. Nous avons travaillé dès le départ sur ce projet parce qu'on s'est dit mais ça répond à nos besoins. C'était cancer du sein et activité professionnelle. Dans le temps, ce projet est devenu cancer, maladie chronique évolutive et activité professionnelle. Parce qu'on s'est rendu compte que l'expression de femmes cadres en entreprise qui ont bien voulu les entendre et les accompagner, en trouvant des solutions qui sortaient des cadres traditionnels de l'assurance maladie et du droit du travail, il fallait inventer un nouveau modèle, dont le chercher, tâtonner, eh bien, elles ont mis en place des démarches, justement, en écoutant ces femmes et en cherchant. Et à partir de là, c'est cette parole, justement, qui a été entendue, qui s'est dit, mais il faut qu'on regarde de plus près. Hein. C'est pour ça qu'on parle aussi d'effet loupe, parce que grâce à ces quelques situations,
on a pu en extraire une problématique qui dépasse les femmes et le cancer du sein et la relation à l'entreprise. Qu'est-ce qu'elles demandent, ces femmes? Ça a été dit, garder le maintien avec l'entreprise. Et là, avec humour, l'expression qui a été utilisée, c'est le droit à la connexion. À chercher l'erreur. Et puis, ce qui a été aussi demandé, c'est, attendez, on est en période de soins, oui. Et il y a des moments, après une chimio, une radiothérapie, on n'est pas bien, on ne peut pas. Là, il ne faut pas nous demander de travailler. Mais on aimerait bien avoir une activité. C'est-à-dire pas reprendre le travail comme avant, mais reprendre le travail comme après. Voilà. Mais en ayant un aménagement et une activité qui correspond à la fois à nos compétences et à notre appétence du moment. Et on veut être utile pour l'entreprise. Voilà. Et là, c'est à partir de là que les services RH, justement, en lien avec les médecins de santé, les salariés proactifs, ça a été dit, mais là aussi, c'est parce qu'on veut être à l'écoute du projet de la personne. Projet aussi bien professionnel que personnel. C'est ce qu'on appelle l'entreprise inclusive ou c'est un autre sujet, Maryse? Alors, je dirais que l'un est dans l'autre. Parce que l'entreprise inclusive, merci, c'est vraiment une conception et une attitude à avoir. Et ça veut dire quelle est la place qu'on laisse au salarié au moment où il est fragilisé. Voilà. Et quelle est aussi la parole qu'on lui accorde, qu'on lui reconnaît, et comment aussi cette parole peut nous faire tous évoluer. C'est un propos que je tiens régulièrement, on l'a partagé quand on préparait ce travail-là aussi. C'est moi, en tant que responsable de la mission handicap également, quand j'interviens auprès d'étudiants, je l'ai dit, qui sont en situation de handicap, je leur dis toujours, vous savez que vous avez une double compétence. La compétence que vous apporte votre formation, la compétence que vous apporte la connaissance de votre handicap. Et pour nous, vous êtes précieux, parce que tout ce que vous nous apprenez nous enrichit et nous pouvons être meilleurs dans notre métier. Voilà. Et alors moi, je suis justement partisane du partager, voilà, du travailler ensemble. Parce que c'est grâce à cette meilleure connaissance, à cette interconnaissance partagée, que nos cerveaux, justement, s'éclairent un petit peu plus. On a parlé d'éclairage tout à l'heure, vous avez remercié Sophie pour son éclairage, et là, on a besoin de le partager comme ça, parce que c'est l'accumulation de ces connaissances qui nous permet quand même d'avoir un autre regard, une autre capacité d'action. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour le faire, nous avons eu l'occasion et le culot un petit peu à la fin de l'année 2020. Comme je dis, c'était les périodes du Covid, où tout le monde était confiné à nouveau en télétravail. Bon, c'était l'hiver, donc c'était difficile. On a lancé une enquête auprès des salariés en situation de handicap, en respectant les règles de RGPD. On passait par nos référents handicap, parce qu'on en a un dans chacune de nos entreprises MSA, pour inviter les salariés en situation de handicap de répondre à un questionnaire qu'on avait mis en ligne sur Forbes, voilà, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensaient de leur situation au travail. Donc, on a exploité le questionnaire parce qu'on voulait que ce soit un matériau qui soit apporté à nos partenaires sociaux, employeurs et salariés, pour qu'ils connaissent davantage la situation des salariés et de leur vécu dans l'entreprise. Parce que si on négocie un nouvel accord, encore faut-il partir aussi du champ du réalité, et pas des connaissances et des représentations dont nous sommes porteurs. Voilà. Et durant la Semaine européenne de l'emploi, en 2022, nous avons aussi lancé une campagne d'idées qui s'adressait à l'ensemble des salariés, ordinaires, on va dire, et en situation de handicap, pour qu'ensemble, ils soient force de proposition. Et ils ont pu déposer des idées individuelles ou collectives sur une plateforme que nous avons après travaillé, et ils ont présenté également ces idées-là à un jury composé d'experts du handicap dans notre sphère. Voilà, il y avait la GFIP qui était représentée, il y avait la haute fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, d'autres, voilà, je cite quelques-uns, l'ADAPT aussi. Et puis, à partir de là, maintenant, des équipes travaillent sur des propositions qui nous viennent du terrain. Et ces propositions, c'est groupe de parole, groupe de discussion d'entreprise, voilà, sur notre situation. C'est aussi assistance de vie au travail. Et enfin, un guide numérique destiné à l'ensemble des salariés. Voilà. Donc, on reliera là le lien aussi. Et tout à fait. Et donc, ce que